Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons dans le cadre de la Rétro, votre magazine d'information qui repasse en revue les cas d'or de l'actualité ayant marqué la semaine. Eh bien, cette semaine, les points saillants qui ont fait la une de nos journaux sont entre autres la clôture de la session parlementaire de juin, la croisade contre le discours de haine qui se poursuit à l'échelle régionale. Cette semaine, effectivement, les représentants des 11 pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale se sont retrouvés à Yaoundé pour arrêter ensemble la stratégie et le plan d'action commun de lutte contre le hate speech. Autre point fort, il s'agit de la visite du footballeur Kylian Mbappé en terre camerounaise, une véritable bouffée d'air frais pour ses nombreux fans. Et enfin, les États-Unis qui ont célébré le 4th of July, le 4 juillet, le jour de l'indépendance. On ne saurait occulter également la célébration du 5e anniversaire du Front des démocrates camerounais, puisque nous sommes en compagnie de son président, le président de ce parti politique de l'opposition camerounaise. Il s'appelle Denis Emilien Atangana, qui mène en ce moment, en tout cas qui termine ce jour, les 4 jours d'activités, de festivités liées à ce 5e anniversaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour Janice, bonjour, bon dimanche et bonjour également à tous qui nous regardent et joyeux anniversaire à tous les militants du FDC. Et donc nous célébrons ce 9 juillet, le 5e anniversaire. Denis Emilien Atangana, avec vous, on devrait parler, bien sûr, faire le bilan de cette célébration-là, mais également jeter un regard en perspective sur l'échéance de la présidentielle de 2025, notamment la participation des jeunes et des femmes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, en tout cas d'entamer la première ligne droite de cet entretien, je vous propose de prendre le pouls du contexte social qui prévaut en ce moment où on prépare cette présidentielle 2025. C'est le round-up de l'actu. On se retrouve juste derrière. Ça fait jaser. Cette levée des scellés a posé 4 jours plus tôt à Miniferme. La trêve, initialement annoncée pour 1 mois et écourtée par le sous-préfet, est légalement Lorsque M. une autorité administrative prend une décision, dans le cas de maintenir l'ordre, il peut, lorsque les éléments pour lesquels la mesure avait été prise ont été évacués, venir bien lever. Quelques jours après cet incident, les auteurs de ce forfait ont été interpellés. Prenant le contre-pied de l'expert criminel, le sociologue, pour sa part, pense que le verrou aurait sauté sous une trop forte pression subie par le chef des terres. Lorsque vous êtes en face d'une pression à la fois médiatique, populaire et techno-médiatique, véritablement vous lâchez du lest et inciter ou bien contraindre cette autorité administrative à revenir sur sa décision. Loin de ces deux lectures de la sortie sous-préfectorale, l'autorité traditionnelle vit mal la réputation sulfureuse de son quartier. Les agressions, les morts d'hommes, en tant que chef traditionnel, je suis vraiment touché parce qu'il ne fait pas bon vivre vraiment à la Miniferme. Les yeux rougis de tristesse, Majesté Cosmas Tonga devient nostalgique d'une Djangmelen de son enfance, l'ancienne dénomination absorbée par Miniferme de toutes les frayeurs. Bien sûr, on jouait ici, il y avait des arbres fruitiers, des champs, ça s'est transformé comme ça là. Djangmelen est devenu Miniferme. Le vœu le plus cher des habitants de ce quartier, c'est de voir Miniferme sortir de la liste des zones de Yaoundé, célèbre par les activités qui s'y pratiquent, surtout à la nuit tombée. Au départ de l'axe Babadjou-Bamenda, le bitume se déroule comme un tapis sous le cortège du ministre des Travaux publics en visite de travail ici. Ça roule sur près de 15 km et les travaux se poursuivent. Mais ce qui interpelle au premier chef Emmanuel Ganou Djoumessi, c'est la Ring Road, dont la construction des premiers kilomètres devrait commencer dans les prochaines semaines. La Banque africaine de développement a approuvé les propositions faites par le gouvernement camerounais. Budget un peu plus de 89 milliards de francs CFA. Et nous commençons par un lot qui portera sur 127 km. Et les
des entreprises ont été sélectionnées, l'entreprise Burns, de l'entreprise Marx et du groupement d'entreprises Bofas et Superconfort. Les travaux devraient commencer par la section Kumbo, Ndou, Kambe, Misadji pour revenir à Kumbo avec des intersections à ces différentes étapes. La sécurité reste un grand enjeu dans ce projet qui a déjà connu de nombreuses péripéties. Avec l'arrivée du ministre des Travaux publics, on a mis notre stratégie qu'on ne peut pas dévoiler par rapport à la situation sécuritaire. Que la population de la Momo doit rester calme, confiance. Ce projet sera à la réalisation. Il est accueilli avec beaucoup de chaleur par les populations et malgré des contraintes comme les pluies diluviennes et la hausse du prix du carburant, les employés de l'entreprise Boons se déploient. Le coût du transport à Santa, par exemple, est passé de 4 000 à 2 500 francs CFA, preuve que la route est ici une bouffée d'air frais. Au gré de son ressenti présent, il marche à pas forcés. Derrière cette infirmité apparente se cache une altercation lointaine d'il y a 3 ans dans la forêt de Ekom par Bodmakak. L'altercation a eu lieu parce qu'ils étaient 4-5 pour m'arracher l'arme en brousse. Nous sommes le 11 novembre 2020. Chef, le feu est un accident parti d'une bagarre entre lui, le sieur, et ses éléments. Mais la victime parle d'un tir prémédité. Il a déclenché le coup de feu. À bout portant, il était autour à 1,5 mètre de moi. Quand il tire, il recasse le fusil. Voulant recharger, je ne sais pas quel miracle est arrivé, je suis tombé sur lui. Il est atteint à la cuisse gauche et sur les organes génitaux. J'ai perdu ma dignité humaine, telle que vous allez voir dans les photos. Et donc mon sexe ne fonctionne pas. Et puis j'ai une grande anomalie au niveau des reins. L'altercation est partie d'une discorde autour de l'exploitation artisanale du bois dans la localité. J'avais fait confisquer les tronçonneuses de ces braconniers qui sont venus voler le bois dans mon village sans le consentement de la hiérarchie, qui est le ministère des Forêts. Le sieur dit avoir dealé avec le gardien de la tradition, contrepartie symbolique donnée après accord. Il m'a donc accordé, me demandant d'arriver avec un casier de bière, une palette de vin rouge. Quelques jours après, je suis arrivé avec. Il y aurait, selon le sieur, eu quelques dépôts d'argent aussi. Mais le chef ne reconnaît qu'avoir reçu du vin rouge pour quelques coupes de bois de autre chose. Pour lui, le problème est ailleurs. En réalité, c'était un guet-apens. Parce que chez moi, dans mon village, il y a un peuple de chefferie. Nous sommes à 27 km de Yaoundé. Donc, il y a des nouveaux retraités dans mon village qui veulent être chefs, qui ont donc envoyé m'assassiner en brousse. Le problème porté vers la justice est soldé par 2 condamnations. 2 ans de prison avec sursis pour chacune des parties. Une amende de 5 millions de francs à payer par le chef au sieur et 1 500 000 francs à payer par le sieur au chef. C'est devenu comme une tradition pour le gouvernement. Le document de programmation budgétaire et économique à moyen terme 2024-2026, déposé sur la table du Parlement après le 1er juillet et en violation de la loi. Si on le reçoit lundi, ça voudrait dire que c'est au moins 3 jours de retard. J'observe tout simplement que la violation des dispositions de la loi pour cette transmission par le gouvernement est devenue une maladie incurable. On ne peut donc pas comprendre que le gouvernement veuille toujours s'entêter à déposer ces documents à 72 heures pour les étudier et en tirer les conséquences. Ce n'est que hier lundi, exactement à 9h30, que nous avons reçu le projet de loi qui est quand même une étape importante du processus d'élaboration du budget de l'État, n'est-ce pas? Plus de 150 pages à examiner par chaque député et sénateur avant la fin de la session, prévue pour ce vendredi 7 juillet. Il faut déceler de ce document
Les priorités des prévisions budgétaires du Cameroun pour les 3 prochaines années. Vous aurez été le plus grand expert financier du monde, vous ne comprendrez jamais rien là-dedans. Parce que je pense que le gouvernement prend au moins 6 mois pour élaborer ce programme et qu'on vienne le soumettre aux députés, c'est tout simplement un manque de respect vis-à-vis de la population à travers les élus que nous sommes. Il y aura ceci que très peu de parlementaires auront la capacité de l'examiner en profondeur. Et ceux qui vont se sacrifier pour faire l'examen en profondeur de ces documents seront obligés de survoler certains aspects. Et pourtant, il faut le dire, si la loi l'impose, c'est parce que chacun des aspects des documents à transmettre sont importants. Pour rappel, le document de programmation économique et budgétaire est la fondation du débat d'orientation budgétaire. Retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de Denis Emilien Atangana. Denis Emilien Atangana, président national du Front des démocrates camerounais, un jeune loup aux dents longues qui se prépare sereinement pour la présidentielle de 2025. Est-ce le cas de le dire, président? Je ne pense pas beaucoup, pour la simple raison que le fait que je sois président national du FDC ne fait pas de moi d'office le candidat du parti aux élections présidentielles. Contrairement à un certain parti politique où c'est écrit que le président national est le candidat naturel aux élections, chez nous ce n'est pas le cas. Nous sommes en train de travailler, nous préparons un congrès pour l'année 2024 et c'est dans ce congrès que nous allons investir notre candidat. Et en ce qui concerne le parti, cette candidature n'est pas seulement destinée pour les militants. Notre parti est ouvert à recevoir tout ce qui sollicite une investiture, à condition de respecter notre pacte pour un destin commun et les piliers qui portent cette vision d'un Cameroun libre, prospère, où chaque Camerounais peut jouir des fruits de son labeur et de ses droits. Justement, l'alternance au sommet de l'État est inscrite dans l'ADN de votre parti politique. On vous permet par ailleurs de réagir sur ces différentes actualités qui ont été diffusées dans le round-up. Pensez-vous que cette jeunesse-là, qui est en proie à des zones désenclavées, qui n'ont pas de route, des bassins de production, qui sont difficilement accessibles, qui ont des problèmes économiques importants, est prête ou alors à les idées claires en vue de la présidentielle qui arrive? Je pense que en regardant les différents papiers qui sont passés tout à l'heure dans le cadre de cette rétro, il y a personnellement le dernier qui concerne le débat d'orientation budgétaire, où il peut avoir facilement des réponses pour les problèmes que vous avez évoqués. Nous, au niveau de notre parti, nous avons l'un des piliers, le pilier numéro 2 qui porte sur la répartition du budget national entre les conseils régionaux et les communes. Nous pensons que si l'État a 6 000 milliards, on pourrait allouer 40% à l'État central, 30% aux conseils régionaux et 30% aux communes. Ce qui permettra naturellement d'avoir 150 milliards pour chaque conseil régional pour s'occuper des travaux d'intérêt régional et par commune 2 milliards. Vous imaginez, avec 2 milliards, une commune peut s'offrir une niveleuse. Et à travers la niveleuse, le problème de route ne se posera plus par commune. Et vous savez que là où la route passe, le développement suit. Sauf qu'il ne suffit pas que d'une niveleuse pour avoir des routes. Non, avec 2 milliards, ça permet de maturer les grands projets. Parce que la situation des communes en ce moment est qu'il n'y a pas grand-chose. Pour faire un budget, c'est difficile. Donc pour nous, avec 2 milliards, une commune peut mettre sur pied des grands projets, maturer des grands projets et les réaliser de telle sorte qu'on puisse ne plus avoir des problèmes d'électricité. Parce qu'avec un tel budget, une commune peut mettre sur pied un micro-barrage pour réduire sa dépendance à ENEO. Une commune peut mettre sur pied un projet, un mini-projet agro-industriel qui peut créer 1000 à 2000 emplois et générer des recettes, des ressources propres pour la commune. Donc, nous pensons que si l'État central écoute par exemple le plaidoyer que nous menons, intègre cette répartition, c'est-à-dire que la décentralisation ne doit plus consister à transférer des compétences et des ressources. Elle doit être à partager, elle doit consister à partager les ressources de l'État, à partager
le pouvoir, qu'on nous dise que voici ce que le conseil régional doit faire et qu'il n'y ait plus une immixtion de l'administration centrale. Voici ce que la commune doit faire dans son territoire. Parce qu'en ce moment, on a une concomitance où on vous dit que l'État central fait, le conseil régional fait, la commune fait. On ne sait pas exactement qui fait quoi. Et il y a un chevauchement. Et il y a, on est embrouillé. On ne sait pas à un moment donné identifier qui est responsable de quoi et qui doit faire quoi. Et on se retrouve comme ça perdu. Donc pour nous, pour régler beaucoup de problèmes, il faut mieux répartir le budget national. À travers ce budget national, on pourra avoir les réponses aux problèmes des jeunes, des réponses aux problèmes d'enclavement, aux problèmes de sous-emploi. Voilà. Et je pense qu'avec le débat d'orientation budgétaire en ce moment au Parlement, les députés, et du moins de manière générale, les membres du Parlement gagneraient à s'approprier ce message pour demander une meilleure répartition du budget national. Parce que tant qu'on va attendre que ce soit l'État central qui décide de transférer quoi que ce soit, je vous assure que nous attendrons encore plus de 50 ans avant que le développement local ne puisse s'opérer. Parce que pour nous, notre vision au niveau du FDC est que la décentralisation doit consister à construire localement les conditions d'épanouissement et des infrastructures qui donnent envie de vivre dans nos villages et de visiter nos villages. Aujourd'hui, lorsque vous cherchez une femme à Yaoundé ou bien à Douala, vous avez honte de la mettre dans votre village. Parce que la route qui mène là-bas, c'est un problème. Parce que pour quitter de là-bas, c'est la ville même qui est de votre arrondissement, vous avez honte de votre ville parce que justement, on n'a pas pu régler cette petite question que les communes peuvent régler. Et la solution que nous proposons, c'est qu'il faut donner les moyens, les ressources. Et nous sommes convaincus qu'au bout de 5 ans, avec ce pacte-là, le Cameroun connaîtra une révolution sur le plan du développement local et durable. Vous parliez tout à l'heure de l'Assemblée nationale et l'une des critiques quand même qui ont cours sur la scène publique, c'est celle du corpus législatif en vigueur en matière d'élection au Cameroun. Le code électoral est très critiqué. Pensez-vous qu'avec ce code qui est en vigueur au Cameroun, les jeunes et les femmes ont leur chance pour 2025? Mais écoutez, le code électoral, c'est un instrument humain qui n'est pas entièrement satisfait. C'est une œuvre humaine et toute œuvre humaine ne peut pas être parfaite. Pour nous, FDC, nous pensons qu'il y a des choses forcément qu'il faut revoir dans ce code électoral, mais n'est pas en fait une fixation. Parce que moi qui vous parle, je suis conseiller municipal à la commune de Monatélé. Et il y a dans d'autres partis politiques des jeunes qui sont députés. Mais le problème que moi j'ai personnellement avec certains aînés qui sont dans des partis classiques, c'est le fait d'écumer des plateaux de télévision pour venir dire que le code électoral est mauvais, alors qu'eux-mêmes, ils ne font pas déjà ce qu'ils sont censés faire. Avec ce code électoral, lorsqu'on compare un peu l'organisation des élections entre, à part le MINAT au NEL 1, au NEL 2 et ELECAM actuellement, il y a des efforts, c'est le jour et la nuit. Donc si un parti politique ou un jeune ne peut pas retrouver sa place avec le code électoral actuel, il faut que celui-là change de métier. Donc il faut que ce parti politique qui cesse d'être parti politique, devenir par exemple une ONG, c'est encore plus conseillé pour ce type d'acteurs. Parce que l'un des problèmes, c'est que les acteurs politiques cachent leur faiblesse sur le code électoral. Vous voyez, chaque décembre, chaque parti politique doit envoyer des représentants dans les commissions mixtes de révision. Mais ils n'en voient pas du tout, alors que c'est là où l'élection commence. Et plus tard, ils viendront vous dire que c'est le code électoral. Donc pour moi, il y a des choses certes à revoir, mais ce n'est pas une panacée. Le code électoral, enfin une fixation, c'est une manière de cacher ses faiblesses. Qu'est-ce qu'il faut revoir selon vous? Sur le code électoral, naturellement, nous pensons qu'il faut déjà ramener la majorité, l'âge électoral, la majorité politique à 18 ans, parce que c'est une incongruité de savoir qu'à 18 ans, on peut travailler dans l'armée, on peut faire un concours, on peut travailler à la fonction publique, mais qu'à 18 ans, on ne vous donne pas la possibilité de voter, parce que la majorité politique au Cameroun est de 20 ans. Donc il faut ramener ça à 18 ans. Deuxièmement, il faut revoir la majorité électorale. Jusqu'ici, pour être député au Cameroun, il faut avoir député au conseil municipal, il faut avoir 23 ans. Nous pensons que si on peut déjà tenir l'arme dans l'armée à 18 ans, travailler à la fonction publique à 18 ans, être pénalement responsable à 18 ans,
on devrait également vous donner la possibilité de voter à 18 ans et d'être candidat à une élection municipale et législative à 18 ans. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Pour le cas d'Elekam, nous pensons que Elekam organise les élections à un moment donné, mais à un certain niveau, on lui arrache le processus. Ce qui n'est pas normal. Et ceux qui lui arrachent le processus sont des acteurs qui dépendent directement du président de la République. C'est-à-dire, quand vous regardez, on fait l'élection sénatoriale, législative, présidentielle, à un moment donné, Elekam ne gère plus rien. C'est le Conseil constitutionnel qui gère tout, alors qu'il n'était pas là. Donc il faut laisser à Elekam la possibilité aujourd'hui de pouvoir publier ne serait-ce que les tendances. Et il y a d'autres aspects qui me semblent importants qu'il faut revoir dans le code électoral, mais je vous assure que si les jeunes Camerounais et surtout les femmes comprennent qu'ils ont un poids démographique qui peuvent transformer en poids politique, en pouvoir politique, que le code électoral soit mauvais, si les gens s'inscrivent massivement sur les listes électorales, ils vont voter massivement, ils attendent le dépouillement massivement, même si ce code électoral est comment, vous allez gagner vos élections. Donc le travail que nous, en tant qu'acteurs politiques, on doit faire, c'est d'aller sur le terrain. Personnellement, aujourd'hui, beaucoup de gens me demandent, mais Denis, attends, on ne voit plus beaucoup à la télé, les débats politiques, on ne voit plus beaucoup. Mais non, parce que nous, au FDC, nous avons fait un choix. C'est d'être d'abord sur le terrain. Tous les week-ends, aujourd'hui, dans le cadre de notre anniversaire, je peux vous dire que vendredi dernier, nous étions sur le terrain avec Elekam pour encourager tous ceux qui ne sont pas encore inscrits à se faire enrôler sur les listes électorales. Parce que c'est important. Nous sommes dans une situation de transition, un tournant décisif. Donc ceux qui aujourd'hui n'ont pas de carte d'électeur, c'est une erreur, c'est un crime. Parce que moi, je parle de mon exemple. En 2013, lorsque je suis candidat aux élections, il y a des camarades de classe qui n'avaient jamais imaginé qu'un jeune comme eux pouvait être candidat à une élection. Alors, ils ont fait la campagne pour moi. Ils ont mis leur moto à contribution, mais le jour du vote, ils ne pouvaient pas voter parce qu'ils n'étaient pas inscrits. Parce que pour eux, ils n'avaient confiance en rien, en personne. Or, il peut arriver que quelqu'un arrive, il tienne un discours sérieux, bien votre voisin du quartier, votre ami devienne candidat, mais si vous n'êtes pas inscrit, que feriez-vous pour le soutenir? Donc voilà pourquoi nous donnons le conseil aux gens de s'inscrire d'abord, même s'ils ont des choses à revendiquer, mais rien ne leur empêche d'abord d'avoir leur carte d'électeur. Et pour que les jeunes s'en sortent dans ce pays, il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas dans un pays comme le nôtre, où les statistiques démontrent que 70% de la population a pratiquement moins de 40 ans. Les 60 ans en montant ne se représentent que 5% de la population. Mais curieusement, c'est les 60 ans en montant qui occupent tous les postes au pays. Ministre, DG, même le ministre de la Jeunesse dans notre pays n'a plus de 50 ans. Ce qui, naturellement, est préoccupant. Donc, il faut que les jeunes comprennent que si les 5% de la population nous gouvernent, c'est justement parce que nous avons abandonné notre pays. Les jeunes aujourd'hui ne s'impliquent pas. Ils n'ont pas de carte d'électeur. Ils sont crêpes dans les associations. Nous, quand on grandissait, on faisait les clubs scolaires parce que c'est par là que nous, on a forcé nos personnalités. Mais aujourd'hui, ce sont les parents qui découragent même les élèves à entrer dans les clubs. Alors que les clubs sont des cartes dans lesquelles on détecte, on découvre et on encadre des talents et des valeurs. Donc, cet esprit associatif-là, ces désengagements, ces désamours nous créent beaucoup de problèmes. Ailleurs, pourquoi ça marche? Parce que chacun est regardant sur comment les choses se passent. Dans son quartier, il est dans un comité de développement. Mais justement, dans sa commune, il passe suivre les délibérations du conseil municipal, il vérifie. Mais aujourd'hui, chez nous, tout le monde estime que d'autres gens doivent faire à leur place ce qu'ils sont censés faire. Donc, quand vous causez avec les gens au quartier, tout le monde vous dit il faut faire ceci, il faut faire ceci. Mais personne ne veut faire ce qu'il faut faire. Ils pensent que les autres sont leurs cobayes. Les autres doivent mourir pour eux, les autres doivent se battre pour eux. Et pourtant, c'est le procès que la population à la maison fait aux hommes politiques. Ils sont toujours en train d'arborer, de tenir de grands discours de propagande, mais ne sont pas prêts à aller sur le terrain. Lorsqu'on scrute, par exemple, les profils et les potentiels des jeunes pour la présidentielle de 2025, quels sont ces jeunes-là qui, pour vous, représentent encore des figures fortes de la politique camerounaise?
qui sont capables de drainer des foules, comme on l'a vu dans les années 90, par exemple. Aujourd'hui, on a plus l'impression qu'on a des gens qui sont sur la scène publique, qui parlent tant qu'ils n'ont pas encore mangé, comme on dit. Écoutez, je pense que l'une des erreurs que beaucoup de Camerounais font, c'est qu'ils jugent le maçon sans le voir au pied du mur. Parce que lorsque vous discutez avec beaucoup de Camerounais, ils vous disent, oui, vous bavardez, mais qu'est-ce qui explique? Est-ce que vous êtes sûr que dès qu'on va vous mettre là-bas, vous n'allez pas faire la même chose? Non. Il faut d'abord essayer les autres. Sauf qu'il y a eu des cas mais ces cas qui ont précédé. Ce n'est pas parce que la femme a accouché une première fois qu'elle a senti un peu mal et qu'elle va fuir l'homme toute sa vie. Au contraire, après 2 mois, c'est elle qui cherche son homme. Donc, pour dire que les Camerounais doivent continuer à croire en leur pays. Lorsqu'ils reprochent à certains hommes politiques de ne pas aller sur le terrain, ces hommes politiques, est-ce qu'ils sont les extraterrestres? Ce qu'ils reprochent là, ils peuvent le faire eux-mêmes. Alors, si quelqu'un estime que les hommes politiques qui sont sur le champ politique ne sont pas sérieux, mais qui s'engage lui-même à démontrer comment on fait pour être un homme politique sérieux. Peut-être à travers lui, ce sera un exemple qui va impacter sur les autres, qui va impacter sur les autres générations. Donc, pour nous, aujourd'hui, il faut que les Camerounais comprennent que ce pays nous appartient à nous tous et que nous avons le devoir de nous impliquer. Nous avons le devoir de rendre compte. Aujourd'hui, le fait de ne pas demander des comptes, on coupe le courant pendant 3 semaines dans un quartier, tout le monde est tranquille. On coupe l'eau, personne ne dit rien, les gens sont contents. On coupe, il y a des problèmes à tel niveau, les gens dansent. Mais comment vous voulez que ceux qui gouvernent vous prennent au sérieux? Comment voulez-vous que les choses changent? Dans d'autres pays, les choses évoluent parce que le peuple est éveillé, parce que le peuple demande des comptes, parce que le peuple suit. Quand on dit combien de jeunes aujourd'hui ou des femmes vont dans les communes pour voir que, bon, la semaine dernière, il y a eu un conseil municipal ici. Il y a le budget, il y a le journal des projets. Combien vont lire? Qu'est-ce qui concerne dans ce budget mon quartier? Et quand il est au courant de ça, il doit se rassurer que cela a été fait. Mais quand bien même... Il faut interpeller ceux qui gouvernent. Mais quand ceux qui gouvernent savent qu'il n'y a personne en face, il n'y a personne qui les suit, il n'y a personne qui les contrôle. Parce qu'aujourd'hui, le peuple, la population doit savoir qu'elle a un devoir, le contrôle citoyen de l'action publique. C'est nous, les citoyens, qui doivent contrôler nos gouvernants. Donc, au-delà de contrôler nos gouvernants, nous-mêmes pour être gouvernants, il faut donc que les jeunes et les femmes comprennent qu'il ne faut plus laisser la possibilité à d'autres de choisir à leur place. Parce que si vous laissez les 60 ans en montant, donc nous ne combattons pas, parce que nous estimons aujourd'hui que ceux qui ont 60 ans en montant, ils doivent nous être utiles pour les idées, les conseils. Mais on ne veut plus les voir dans l'action. Hein? Parce que ce n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, que les jeunes se retrouvent en chômage, les jeunes se retrouvent en retraite, pendant que les 60 ans cherchent le travail. Parce que c'est plus les gens de 60 ans qui cherchent le travail dans notre pays et qui travaillent plus pendant que leurs enfants sont en retraite. Et c'est un paradoxe. Donc pour que cela ne soit plus possible, il faut que les jeunes comprennent que ceux qui ont 60 ans, leur principal problème, c'est leur problème de santé. Et que vous n'allez pas demander à ceux-là de ne pas s'occuper de leur santé pour s'occuper de vos problèmes. Alors que les jeunes s'engagent eux-mêmes, afin qu'ils puissent être dans les instances de prise de décision pour décider, contribuer pour ce qui est le meilleur pour eux. Mais tant qu'ils vont laisser cette possibilité à d'autres, ils vont continuer à souffrir. Voilà pourquoi nous disons que pour 2025, il faut bien qu'on puisse avoir une majorité électorale qui va à 18 millions. Et c'est encore possible que ceux qui n'ont pas de carte d'électeurs s'inscrivent, ceux qui ne sont pas encore engagés dans les partis qui peuvent s'engager. Le FDC est un cadre, une famille où il fait beau du plaisir à faire de la politique et où ils peuvent être mieux encadrés. Denis Emilien, à Tangana, quels sont les rapports du FDC avec le mouvement franquiste? Mais écoutez, nous avons dit, comme vous le savez, notre parti, et nous insistons là-dessus, demeure un parti ouvert à tous les Camerounais, à toutes les idées qu'on peut nous proposer. Alors, il me souvient que j'avais fait une déclaration en disant que le FDC est prêt à investir tout jeune, qui a moins de 55 ans, y compris M. Frambia, à condition qu'on discute. Nous n'avons pas dit que nous allons l'investir. Nous avons dit que nous sommes ouverts à discuter avec lui parce que c'est un Camerounais comme tous les Camerounais,
qui jouit de ses droits civiques et Donc politiques. c'est une main tendue, le FDC ne serait pas un mouvement franquiste sous cap? Le FDC est un parti républicain qui est jaloux de son statut de parti d'opposition et qui fait le travail qu'un parti d'opposition normal est censé faire. Par exemple, les questions que nous abordons, la question des directeurs généraux que nous portons, que nous avons pris le courage d'introduire au niveau du Conseil constitutionnel, en estimant qu'il n'est pas acceptable que dans un pays comme le nôtre, on a une loi qui dispose que les mandats des directeurs généraux et directeurs adjoints est de 3 ans, renouvelable 2 fois, donc 9 ans. Mais qu'on se retrouve avec des directeurs généraux qui cumulent près d'un demi-siècle à la tête des sociétés, dont certaines ne marchent même pas, et dont certaines entreprises sont gérées par les 8e épouses. C'est un problème. Et on ne peut pas comprendre qu'on a une entreprise qui est là, on ne sait pas quand est-ce qu'on recrute, on vous dit que c'est une entreprise publique, alors que lorsqu'il faut faire des recrutements, les offres d'emploi ne circulent que dans les groupes WhatsApp de familles et de belles familles. C'est un problème. Alors, nous, on a suggéré, puisque pour le mois de juillet qui est là, nous allons reprendre nos actions. D'abord, on va saisir le TCS, parce que tous ceux qui sont en situation d'illégalité, en réalité, ils perçoivent des salaires, des indemnités indues. Donc, c'est le détournement des deniers publics, et nous pensons que le TCS a intérêt à s'intéresser à cela. Deuxièmement, partout où il y a un directeur général en situation d'illégalité, nous, on ira faire des sittings, pas des marches. Parce qu'un sitting, c'est une manifestation caractérisée par une position assise. Donc, on viendra avec nos pancartes en disant non au DG illégal, pour qu'on puisse attirer l'attention et que ce n'est pas normal. Et puis, par ailleurs, nous pensons que si le président de la République ne peut pas, ou bien les conseils d'administration ne peuvent pas dessaisir ceux qui sont en situation d'illégalité de leurs fonctions, il serait peut-être mieux indiqué que le président de la République prenne celui des décrets. Par exemple, ils pourraient prendre un décret numéro 42, portant attribution de la SNH à la famille de tel. Article 1er. Article 2, cette famille peut en disposer à sa guise. Mais du moment où cela est fait, nous autres, nous n'allons plus mettre nos yeux là-dedans. Mais nous n'acceptons pas qu'on nous dise que c'est des entreprises publiques, parapubliques, alors que c'est des épiceries familiales. Mais Denis Emilia Tangana, si vous étiez nommé aujourd'hui directeur général d'une entreprise publique, est-ce que vous tiendrez encore le même discours? Mais écoutez, je n'ai pas l'habitude de me soigner d'une maladie dont je ne souffre pas. Je ne suis pas nommé, donc je ne sais pas pourquoi je vais parler de ce que je ne suis pas, de ce que je ne sais pas encore. Donc, je préfère ne pas me soigner d'une maladie dont je ne souffre pas. Et si jamais on vous nomme et que vous vous retrouvez comme d'autres à prêcher pour la chapelle que vous critiquiez lorsque vous étiez hors de l'eau, on ne m'a pas encore nommé. Et si ce serait une main tendue pour un éventuel poste? On ne m'a pas encore... Comme je vous ai dit, je n'ai pas l'habitude de me soigner d'une maladie dont je ne souffre pas, mais je crois que je suis un Camerounais comme tous les Camerounais. Et nous, au niveau du FDC, en tant que parti républicain, nous avons un credo qui est celui de servir les Camerounais, qui est celui de faire la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire servir la société en tenant compte des intérêts de tout le monde. Donc nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de pouvoir amener l'ensemble du peuple camerounais à prendre son destin entre ses mains. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais ont abandonné leur pays. Les Camerounais ne sont pas conscients que ce pays est le leur. Leur désinvolture, leur désamour envers la chose publique, la chose politique, c'est ça qui tue ce pays. Parce que tant que nous n'avons pas un droit de regard, tant que nous ne suivons pas comment notre pays évolue, c'est normal que les choses n'avancent pas, que la corruption, le détournement des deniers publics se multiplient et qu'il y ait une certaine impunité. Mais Denis Emilia, est-ce qu'il est juste de jeter la faute sur les jeunes? En ce moment, les jeunes ont des problèmes existentiels, ils ont des problèmes de pain quotidien, des besoins primaires. Les femmes, par exemple, se plaignent qu'il y ait encore le plafond de verre sur le champ politique, que les partis politiques soient comme des patriarcats où il n'est pas aisé pour elles de vraiment s'exprimer, ou même quand on les implique, c'est juste pour des besoins numériques, pour combler un vide, et puis après, au fur et à mesure que le jeu se corse un peu, elles sont simplement évincées. Est-ce que ce sont juste des vues de l'esprit ou le reflet de la réalité? Je ne pense pas du tout. Les jeunes qui disent qu'ils ne peuvent pas s'engager en politique parce qu'ils ont des problèmes essentiels, ils font une erreur. Parce qu'en réalité, il n'y a que la politique qui peut régler leurs problèmes. Pourquoi notre pays n'avance pas? C'est à cause des hommes politiques. Parce qu'on a des mauvais élus.
Parce que ceux qui sont là ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Alors, si ces jeunes-là s'engagent, ils vont faire en sorte que si on a un maire qui ne travaille pas bien, au bout de 5 ans, on l'enlève. Et qu'est-ce qui dit qu'eux-mêmes ne peuvent pas être maires? Est-ce qu'eux-mêmes peuvent être conseillers municipaux ou bien députés? Ils peuvent l'être. Pourquoi il faut toujours dire qu'il faut qu'on nous implique? Je vous ai dit que les jeunes, c'est pratiquement 70% de la population. Pourquoi ils veulent que ce soit les aînés qui ne sont que 5% qui les impliquent? Nous autres au FDC, nous sommes jeunes, on n'a pas demandé à être impliqués. Non, nous avons créé un parti politique qui fait ses actions, qui fait son chemin, et le bilan que ce parti politique a aujourd'hui est immense. Parce que voyez-vous, en 5 ans, seulement d'existence, le FDC, sur plus de 100 partis politiques créés au Cameroun, est le seul qui siège dans un conseiller municipal. Le seul qui peut investir un candidat à la prochaine élection présidentielle. Il est le seul, sur tous les plus de 100 partis politiques créés au Cameroun, qui a pu aller aux élections régionales dans 3 départements, la Léquié, le Fundi et le Nyong-Esso, où nous avons obtenu 9 voix, 3 voix et 4 voix. Nous sommes allés aux élections sénatoriales. D'ailleurs, les sénatoriales, ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Le FDC y est allé face au parti au pouvoir. Nous avons obtenu 87 voix. Donc aujourd'hui, on nous écoute. Les problématiques que nous portons qui concernent les Camerounais, on n'a pas demandé à être impliqués. On a dit c'est notre devoir d'être là-dedans. Et ce que nous, on dit aux jeunes Camerounais, aux femmes, c'est que si tant que vous laisserez le pouvoir aux autres de décider pour vous, ils vont décider contre vous. Vous êtes majoritaire. C'est vous qui devez décider. Vous avez besoin du travail. Mais lorsque vous vous laissez les gens du 3e âge aux affaires, et ce qui les intéresse, c'est leur problème de santé. Vous avez le problème du travail. C'est un problème. Mais battez-vous pour que vos problèmes soient réglés. Et pour que vos problèmes soient réglés, il faut mettre les gens comme vous. Il n'y a que des gens de même génération qui comprennent les problèmes, leurs propres problèmes. Moi, je ne me vois pas en train de causer de certains sujets avec mon père. C'est compliqué. Alors, si je sais qu'il y a un jeune de ma génération qui est là, qui est candidat, et qu'on se mobilise pour que le jeune soit maire, mais ce jeune-là, s'il veut, s'il a des projets à venir, s'il veut partir de maire à autre chose, il sera obligé de bien faire. Parce que s'il ne fait pas bien, au bout de 5 ans, on se mobilise, on l'enlève, on essaie quelqu'un d'autre. Donc c'est ça qu'on demande aux jeunes aujourd'hui. Qu'ils ne disent pas, on ne nous implique pas, non. C'est nous qui devons impliquer les autres. C'est nous qui devons dire aux aînés, comme vous êtes minoritaire et que nous on est majoritaire, bon, on veut peut-être 5 personnes de 70 ans, 3 personnes de 60 ans pour venir faire avec nous, parce qu'on a besoin de vos conseils. Mais les jeunes aujourd'hui, moi je suis allé dans un séminaire de formation où je pose à quelqu'un la question, pour être président d'un comité de base, il faut combien de membres chez vous? Il me dit 15. Mais je lui demande, mais moi je vois souvent des gens, pour être président d'un comité de base dans leur parti, ils vont dans bureau par bureau chercher les parrains. Parrains de quoi? Il suffit de travailler à mobiliser 30, 20 personnes. Vous devenez responsable politique dans votre parti. Mais il y a une paresse. Il y a un refus de prise de conscience que c'est nous qui avons le pays. Et j'ai l'habitude de dire, les jeunes, c'est les dieux de ces pays. Parce que les dieux, pourquoi? Nous sommes majoritaires. Donc c'est nous qui devons décider qui doit être président de la République, qui doit être député, qui doit être conseiller municipal, qui doit être maire, parce que nous sommes majoritaires. Et c'est un paradoxe que nous sommes majoritaires, mais ceux qui sont minoritaires nous dictent, nous commandent, fassent tout. Le message... Il faut se battre en perspective des élections municipales et législatives. Nous pensons vraiment à un renouvellement de la classe politique. C'est justement la raison pour laquelle, à l'ouverture de notre semaine d'anniversaire, nous avons fait une conférence débat sur le thème « Quelle femme, quel jeune pour le renouvellement de la classe politique ?» Question de questionner la place et le rôle des femmes et des jeunes en politique. Parce que les femmes sont nombreuses, les femmes sont majoritaires. Mais qu'est-ce qui explique donc que les femmes se plaignent qu'on ne nous implique pas, alors que c'est elles qui doivent demander aux autres de venir s'impliquer? C'est les jeunes qui doivent dire voilà ce qu'il y a à faire. Donc vraiment, il y a des efforts à faire. Il faut que les jeunes cessent de pleurer, de pleurnicher, qu'ils sachent que s'il y a chômage, c'est aussi à cause de leur abandon de la société camerounaise. S'il y a problème de sous-emploi, c'est parce qu'il
ils ne veulent pas s'impliquer, c'est parce qu'ils ont abandonné leur pays. On l'a bien noté, il faut aussi dire que les élections, les échéances électorales à venir charrient un enjeu majeur, celui du digital, du numérique. Il faut dire que les réseaux sociaux, par exemple, sont devenus le terrain par excellence de communication des hommes politiques. Également, mettre le numérique au service des élections pour un meilleur processus démocratique. C'est l'enjeu qui est poursuivi par l'organisme de gestion des élections au Cameroun. Avant d'y revenir, on va se permettre de voir comment au barreau du Cameroun, ils ont déjà réussi à réduire le temps des procédures lorsqu'il s'agit des élections du bureau de ce côté-là. On regarde ces éléments et on revient juste derrière. Des avocats en mode tête baissée, concentrés comme jamais. Ici, on expérimente Kamba Élection, la nouvelle application numérique conçue pour abréger les souffrances, souvent rencontrées par les avocats lors de leur assemblée générale et surtout des élections. Le temps des élections sera beaucoup plus court parce qu'on est dans une tranche pour 4 scrutins qui dure à peu près 3-4 jours. On a ramené tout ça un peu à 10 heures. On réduit les risques de fraude, donc on navigue vers plus de transparence, et plus de sincérité dans le vote. La plateforme est présentée ce 5 juillet à Yaoundé. Tous les près de 4000 avocats enregistrés dans l'annuaire du barreau du Cameroun y sont enrôlés. Un outil de modernisation qui réjouit les bénéficiaires. Nos assemblées générales connaissent un certain nombre de lourdeurs, surtout lorsqu'il faut passer au vote. Et cet outil, je pense, j'ai confiance que cet outil va nous permettre de sortir un peu de la caverne. Et si les éléments d'observation qui ont été apportés sont pris en compte, ce sera un outil qui fera même des jaloux par rapport à d'autres professions et même au niveau de la sous-région pour une organisation comme la nôtre. Kamba Élection voit ainsi le jour après d'une semaine de l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats du Cameroun, prévue le 15 juillet prochain. À travers ce 4e forum régional, les 11 pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale comptent passer de l'étape de simple projet à une stratégie cohérente qui fera du discours de haine dans les médias classiques et sociaux une relique du passé. Qu'il n'y a pas de différence entre la parole et les gestes en matière de haine et qu'il faut non seulement voir que des situations créent les discours de haine, mais que les discours de haine créent les situations de violence. Notre future stratégie vise à empêcher que ces discours n'en viennent à prendre des proportions plus dangereuses. Et puisque les médias sont pointés du doigt comme point de départ du hate speech, assurance est donnée de ce que cet outil ne vise pas à restreindre la liberté d'expression, mais plutôt à en assurer un encadrement responsable. De renforcer les mécanismes susceptibles d'assurer la responsabilité des médias et d'apporter ou de mettre sur pied des outils d'autorégulation. La CAC va devoir s'approprier le projet pour le faire circuler dans pratiquement l'ensemble des États en vue d'une adoption. Au cœur de cette stratégie et de ce plan d'action inspiré de ceux lancés par le secrétaire général de l'ONU en 2019, la promotion d'un taux de convivialité basé sur le dialogue dans la sous-région, la valorisation du brassage interculturel, la promotion des valeurs comme le respect, la diversité et l'inclusion. Le but, que la différence soit perçue comme une richesse et pas un mur de séparation. – 15h05 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, ce 6 juillet 2023. Un oiseau brillant se pose sur le tarmac. Après 11 heures de vol partant de Miami aux États-Unis, à bord de son jet privé, Kylian Mbappé foule pour la première fois la terre de ses ancêtres, le Cameroun. À sa descente d'avion, la superstar du foot mondial est ovationnée par le personnel de l'aéroport, mobilisé ici au bas de la passerelle. Il va ensuite serrer tendrement sa grand-mère, avant de retrouver à l'extérieur une foule immense de fans, avides de le voir de près.
La fièvre monte d'un cran ici à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. L'ambiance morose du matin s'est très vite transformée en saine émulation. Vous pouvez le voir derrière moi, les groupes de danse et d'animation venus nombreux accueillir Kylian Mbappé, mais aussi ses nombreux fans de foot au Cameroun habillés aux couleurs du Paris Saint-Germain. Très heureux, très content parce qu'on a l'habitude de le voir juste à la télé, comme vous avez dit. Et aujourd'hui, il serait là présent sur notre terre, qui est aussi sa terre, la terre du Mboa, la terre du lion là. Dans un dispositif sécuritaire de grand jour, coiffé par le groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale, Kylian Mbappé s'offre un banc de foule. L'instant est magique. Le cortège s'ébranle ensuite en direction du centre-ville de Yaoundé. Premier arrêt, l'école des sourds-muets au quartier Warda. Une école publique réhabilitée par les bons soins de l'association humanitaire de l'illustre visiteur. Après des civilités avec le personnel de l'établissement, Kylian Mbappé se lâche avec les enfants dans une partie de foot. Que d'émotions en cet après-midi. Et du monde, je dis merci, merci, merci Kylian. Autour de 17h, le champion du monde 2018 regagne son lieu de résidence, le club noir au quartier Tangolo, où encore les fans sont mobilisés en nombre. C'est ici que Kylian Mbappé passera la nuit avant d'engager véritablement ce vendredi sa tournée en terre camerounaise. L'île de Djebalé, le village natal de son père, sera une étape importante. L'amener au village, c'est exactement lui faire enraciner. Parce que voilà, le circuit normal de la vie, c'est que quand on part des racines jusqu'au fruit, et un fruit qui tombe sur l'arbre va toujours regermer à travers les racines. Mais avant, l'enfant prodige offre un match de gala demain au stade Etoudi à Yaoundé, avant de rallier Douala. La rétro se poursuit toujours en compagnie de Denis Emilien Atangana, président national du Front des démocrates camerounais. Denis Emilien, nous parlions du rôle du numérique, du digital dans le processus électoral aujourd'hui. C'est un incontournable. Est-ce qu'il est de nature à aider les jeunes et les femmes à mieux s'imposer dans la sphère politique aujourd'hui? Mais disons que j'ai apprécié l'idée du barreau, qui est celle de digitaliser un peu la gestion des élections à ce niveau. Je crois que la majeure partie des avocats ont déjà un téléphone Android. Ils ont un collège électoral restreint qui est de 4000 personnes. C'est une idée qu'on pourrait étendre au niveau des élections régionales et des élections sénatoriales. Mais en ce qui concerne les élections générales, comme les élections présidentielles, les élections législatives et municipales, c'est encore difficile parce qu'il y a des facteurs qui manquent. Peu de gens ont des téléphones Android dans nos villages. Il n'y a pas d'électricité. Il y a le problème de connexion de la fibre optique également qui se pose. Donc, on ne peut pas encore aller à ce niveau. Mais des idées pareilles, il faut voir comment est-ce que l'État peut aussi les capitaliser pour l'amélioration du système électoral. Maintenant, pour au niveau des jeunes qui sont... avant, lorsque les Oumyobé faisaient la politique, il n'y avait pas de téléphone, mais ils s'en sortaient à faire passer le message. Et aujourd'hui, la technologie a facilité les choses. Donc, les médias, les réseaux sociaux, les médias sociaux, le numérique sont des outils aujourd'hui qui facilitent la compréhension des jeunes sur certaines questions. Donc, pour moi, les jeunes devraient capitaliser cela parce que pour discuter avec d'autres, pour échanger avec d'autres, influencer d'autres avec des messages positifs, ça peut permettre un meilleur engagement. Mais le souci que nous avons aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que les jeunes ne suivent pas ce qu'ils disent, ce qui est intéressant. Ils suivent les influenceurs et influenceuses qui ne disent pas toujours. Moi, je vois, quand je regarde les pages de certains qui se disent influenceuses, mais à peine une publication, il y a déjà plus de 20 000 commentaires. Mais lorsque moi j'écris que inscrivez-vous sur le liste électorale, c'est important, je n'ai pas de commentaires, je n'ai pas de like. Et c'est un problème. Donc il faut bien que
ces réseaux sociaux... C'est peut-être à vous de trouver la meilleure recette pour faire passer le message. C'est que les jeunes sont portés sur des inutilités. Les jeunes aujourd'hui, leur désengagement, leur désamour vis-à-vis des choses utiles pour eux est préoccupant. Donc, ils vont chercher à... tel a publié telle photo avec telle chaussure, telle mèche. C'est là-bas où ils sont. Mais là où leur avenir se trouve que vous avez des mauvais élus. Faites des efforts pour avoir de bons élus parce que quand il y a des bons élus, le résultat se ressent dans l'amélioration des conditions de vie. Ils ne sont pas là, mais c'est eux qui pleurnichent. Et puis parfois, je suis amusé lorsque je discute avec un camarade de classe, un ami, il me dit vraiment, Denis, attends, moi je ne fais pas la politique. Mais mon frère, pardon, gagne la mairie, là, je vais venir gagner les marchés. Je dis, mon Dieu, si tu ne fais pas la politique, est-ce que la poule parle de l'affaire des dents? Tu ne fais pas la politique, si je suis là, tu ne dois pas venir gagner les marchés. Mes marchés, ce sont ceux, si jamais il y a marché, je vais donner à ceux qui font la politique, parce que c'est eux qui méritent. Donc, au Cameroun, aujourd'hui, les jeunes veulent... ils ne veulent pas apprendre à pêcher. Ils sont dans la facilité. Ils ne s'occupent pas de ce qui est bon pour eux. Et si les jeunes doivent... si les conditions de vie des jeunes doivent changer, la seule condition, c'est leur engagement, leur implication dans la chose publique et politique. On s'achemine vers la fin de ce programme. Denis Emilien, à Tangana, pour ou contre le gré à gré? Mais écoutez, le gré à gré, je sais que c'est généralement, je sais que généralement dans les marchés publics, donc c'est certainement ceux qui font les marchés publics qui sont familiers. Mais pas au sommet de l'État? Non. Pour le moment, nous avons une constitution qui a tracé les mécanismes de dévolution du pouvoir. Et puis, il ne faut pas avoir l'habitude de lire des lettres dans des enveloppes fermées. Pour l'instant, je n'ai pas vu un quelconque gré à gré. Et je pense que ceux qui parlent beaucoup de gré à gré sont les gens qui gagnent les marchés publics. Donc, moi qui ne fais pas dans les marchés publics, c'est un mot qui m'est un peu étranger. Et je voudrais compléter en disant que nous avons eu une semaine d'activité où on a commencé par l'ouverture, une conférence débat, des descentes sur le terrain avec les camps pour dire à ceux qui ne sont pas encore inscrits, c'est important de s'inscrire, inscrivez-vous. Nous, on ne demande pas aux gens de s'inscrire pour voter le FDC, mais on leur demande d'avoir leur carte d'électeur parce qu'elle peut être utile à n'importe quel moment. Et surtout au moment où nous sommes en plein pied dans la transition politique. Et puis, à 12h aujourd'hui, le FDC organise un déjeuner du vivre ensemble dans le cadre de la clôture de son 5e anniversaire. Et vous y êtes d'ailleurs invité. Merci Denis Emilien à Tangana. Il ne faut pas seulement vivre ensemble, il faut aussi manger ensemble. Naturellement, parce que le FDC est un parti de partage, un parti de rassemblement. Voilà pourquoi on se dit, dans le cadre de notre 5e anniversaire, on va passer à tout le monde, sur le plan intellectuel, sur le plan sociopolitique et aussi sur le plan festif. Et ce déjeuner que nous organisons tout à l'heure a une particularité, la consommation des mets traditionnels, des plats made in Cameroun. Parce que le FDC promeut la consommation du local et le retour aux sources et aux valeurs traditionnelles. Merci Denis Emilien à Tangana d'avoir pris part à ce programme. C'est un plaisir pour Canal 2 International de vous avoir reçu. On se fera un plaisir de vous retrouver dans nos différents contenus éditoriaux. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis à la maison. On prend congé de notre invité et de vous. Mais les programmes de Canal 2 International se poursuivent. Ne ratez surtout pas le grand débat du dimanche dans le cadre de Canal Presse sur nos programmes. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Bonne journée.